Alors, M. Raphaël Daubé, donc sénateur du Lot, qui devait venir également avec son collègue sénateur du Lot, M. Bessous-Sort, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et je pense qu'au-delà du Lot, c'est un petit peu l'ensemble des parlementaires que vous représentez ici. Et Dieu sait qu'ils sont fortement mobilisés, que ce soit sur votre territoire ou sur celui des Alpes. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Moi je voudrais d'abord remercier Jacques Fernic pour son invitation et vous-même Stéphane Copé ainsi que Jean-Noël Boisselour. C'est grâce à vous que je peux apporter ce témoignage. Alors je ne sais pas si je serai le témoin exigeant que vous avez souhaité. En tout cas, je viens en tant que personne non avertie mais ancienne élue locale. Pendant 15 ans j'ai été élu dans le Lot, maire et président de communauté de communes et puis aujourd'hui sénateur. Je veux dire que le Lot est un département pour lequel le combat ferroviaire est très important. Vous savez, on est situé sur l'axe Paris-Toulouse. Et puis, moi, j'essaye de me faire un peu le porte-parole, on va dire, de ces Lotoises et de ces Lotois qui ont besoin du désenclavement ferroviaire, qui sont dans les contreforts du Massif central. Et il y avait notamment, je sais qu'il y avait Maurice Faure, l'ancien ministre, ancien sénateur, qui venait dans le Lot toujours en partant de nuit, il prenait le train de nuit. Et alors il ne s'arrêtait pas à Cahors, mais il descendait jusqu'à Toulouse, parce que ça lui permettait de profiter du buffet à Toulouse, et puis il achetait le journal, et puis après il remontait à Cahors. Donc c'est une vieille histoire, ce département. Et moi j'habite juste à côté de Saint-Denis-près-Martel, qui est un petit nœud ferroviaire, exactement à l'endroit où il y a voilà, cette séparation entre les lignes vers Rodez ou vers Aurillac. Ce qui me frappe dans les échanges que nous avons et puis dans ceux que nous avons pu avoir aussi avec les élus locaux et les défenseurs du rail dans mon département, c'est d'avoir le sentiment que l'ambition ferroviaire qu'on attend en France n'est pas là. Et c'est très frappant aussi dans vos échanges, qui sont évidemment, et heureusement d'ailleurs, techniques, mais qui donnent le sentiment qu'on est très loin de cette ambition dans laquelle on aspire. Et je prends souvent l'exemple du plan Freycinet, dont chacun sûrement se rappelle à la fin du 19e siècle, au début de la Troisième République, qui est un plan assez extraordinaire, un plan qui se fonde bien sûr sur l'égalité des territoires, mais qui est un plan aussi à vocation économique et un plan qui est destiné à rallier les campagnes à la République, et ça marche, même si le plan Freycinet il est fait dans des conditions de conjoncture économique difficiles, mais il est fait avec des compagnies privées, il est fait avec les collectivités territoriales, et même s'il prend du retard, il finit au début du XXe siècle par créer ce réseau extraordinaire qui est notre patrimoine aujourd'hui hérité en France, ce réseau ferroviaire, et il permet quand même de susciter l'adhésion au projet républicain, et ça me semble très important. C'est pour ça que cette question d'aménagement du territoire dont vous avez parlé au début de votre propos me paraît fondamentale et ne peut pas être remisé à un plan secondaire qui serait celui d'abord de la gestion des contingences, des sillons disponibles, des travaux, et puis après on verra si finalement on peut quand même desservir ce département ou pas. Il me semble qu'il faut vraiment que le projet républicain s'appuie sur ce que vous pouvez proposer. Ensuite, je voudrais rappeler peut-être qu'après ce plan Freycinet, parce que je ne suis pas là pour faire simplement un procès à charge, mais après ce plan Freycinet qui a été, à mon avis, exemplaire, en tout cas unique dans l'histoire de notre pays, il y a eu bien sûr un siècle de gestion des déficits, des difficultés, à chercher à maîtriser les coûts d'exploitation et progressivement de fermeture de petites lignes, de lignes secondaires, etc. Et je ne l'apprendrai pas ici aux spécialistes qui sont dans cette salle, mais ça veut bien dire évidemment toute la difficulté qu'il y a eu à porter ce réseau et tous les capillaires qui allaient avec. Et on arrive, en tout cas c'est mon sentiment, à un moment de notre histoire où on a su préserver malgré tout un réseau qui est très important. Je crois que c'est à peu près la moitié de ce que le plan Freycinet en 1930 avait produit. Donc on a un réseau qui est riche, qui est dense, mais qui a souffert évidemment de sous-investissement chronique pendant les dernières décennies. Et donc le besoin d'ambition dont je parlais tout à l'heure
même s'il y a eu ces dernières années, on l'a vu, des bégaiements, des velléités, des tentatives, ne s'est pas réellement concrétisé, n'a pas pris forme comme on le voudrait. Et cette ambition, elle passera, à mon avis, évidemment, à la fois par l'identification de potentiels dans ce réseau patrimonial, de potentiels nouveaux, certainement aussi liés à des enjeux de dynamique territoriale nouveaux, parce que les dynamiques territoriales, elles ont eu le temps de changer depuis le temps. Il passera certainement par aussi des propositions nouvelles en termes d'exploitation qui peuvent répondre à des enjeux sociétaux, sociologiques, de logiques socioculturelles nouvelles. Et je pense que évidemment le train de nuit en fait partie, puisque c'est une réponse sûrement intelligente et revisitée à la question de la transition écologique, hein, comme l'a dit Jacques Fernic en début d'intervention. Donc là, on est au cœur de nouveaux enjeux, d'un besoin de transformation extraordinaire de ce que sont nos ambitions, de ce que sont nos projets. On est au cœur de la possibilité à redonner de la cohésion territoriale au projet républicain. Et malgré tout, on bute sur ces difficultés que vous avez parfaitement listées. Bien sûr, dans ces conditions, ça veut dire aussi, si on veut répondre à la question que pose la table ronde, ça veut dire que le rapprochement entre vos deux structures, messieurs les directeurs généraux, sera essentiel. Et je ne vois pas comment on peut à la fois identifier des potentiels nouveaux et construire une offre nouvelle sans dialoguer et sans se parler. Donc l'importance du dialogue que Mme Roux aussi a bien spécifié, qui manque peut-être de fluidité aujourd'hui, va être à mon avis majeur. Donc ça c'est le premier point. Pardon d'avoir pris ce temps un peu historique, non pas pour faire du passéisme, mais simplement pour rappeler d'où l'on vient et l'importance qu'il y a aussi à régénérer un élan nouveau. Et puis le sentiment qu'on a en tant que témoin dans mon département, c'est évidemment celui d'une très grande difficulté industrielle, moi qui m'inquiète beaucoup. Alors certains parlent de faillite industrielle, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, j'espère pas. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on a connu avec la relance là, des trains de nuit sur cette ligne, notamment la Rodez-Paris, c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a la partie émergée de l'iceberg qu'on voit, on a connu des difficultés majeures de panne, en effet, de panne de locomotives diesel, hein, comme vous l'avez dit. On a connu des perturbations, des dysfonctionnements techniques, le manque de personnel, notamment à Brive, les agents de manœuvre qui ont manqué. On a eu ces défaillances de locomotives, on a eu l'indisponibilité du matériel lié peut-être à l'éloignement, comme vous l'avez dit, des centres de maintenance. Au fond, peu importe d'ailleurs pour l'usager, hein, lui, peu importe ce que sont les raisons, ce qu'il constate, c'est que ça ne marche pas, c'est que la régularité n'est pas là, c'est que les trains n'arrivent pas. Moi, quand le premier train de nuit a été relancé, j'avais eu la bonne idée de mettre mon frère dedans, qui vit à Paris et qui était en villégiature dans le Lot. Et il s'est retrouvé coincé à Brive, je ne sais plus, 2 ou 3 heures dans la nuit, avec un transfert pénible, un quart qui n'arrivait pas. Bref, des solutions de secours non maîtrisées. Étonnant pour une entreprise de cette taille. Et puis, tout ça, ça a un impact certain sur la fidélisation des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel client qui a connaissance de ces difficultés va se dire je tente quand même le coup, je prends le risque et puis on verra bien si j'arrive à Paris comme prévu demain pour ma réunion ou pour mon week-end en famille. Donc il y a un vrai, à mon avis, il y a un vrai sujet qui doit nous alerter de fond parce que on est en train de faire beaucoup de mal sans le savoir, certainement un mal plus durable qu'on ne le pense, en tout cas sur l'utilisation de ces lignes. Et puis, il y a aussi la partie moins visible, enfin, quoique, j'allais parler du marketing, je trouve qu'il y a un sujet de marketing majeur qui aujourd'hui n'est pas pris en main par le groupe SNCF. Quand je vois par exemple, je relisais les noms des trains de nuit qui existaient avant, Palombe Bleu pour le train qui allait dans les Pyrénées, le Sud Express, le train bleu, etc. Il y avait quelque chose là aussi qui relève de l'ambition, mais qui donne de l'enthousiasme aux voyageurs, qui donne envie de le prendre, qui construit. C'est des petites choses, et c'est de l'humain,
Mais il me semble que c'est très important et aujourd'hui on a perdu tout ça, c'est pas très logique pour une entreprise qui a vocation à vendre des billets de train. Donc je crois que là il y a un vrai sujet et puis il y a toute la partie donc, immergée de l'iceberg que l'on connaît plus ou moins, mais bien sûr il y a un vrai sujet de compétitivité. Il y a le sujet de la situation financière, il y a tous les sujets que j'ai pu lister de besoin de gains de productivité. J'ai lu que, alors je ne sais pas si c'est vrai, vous me confirmerez, mais qu'il faut 3 agents en France pour faire rouler un train, de plus 3 agents de plus que dans le reste de l'Europe. Et puis, ce qu'on ressent, ce manque d'anticipation, de vision de long terme. Donc ce besoin qu'il y a certainement à se poser, on a vu par exemple moi sur ma ligne Polt la difficulté à commander de nouvelles locomotives ou à les obtenir. Alors on nous annonce, alors c'est pas le train de nuit, mais enfin on nous annonce 1 an et demi de plus que prévu pour avoir les locomotives qui ont été commandées. Tout ça c'est comme d'un très profond dysfonctionnement industriel qui n'est pas que le fait de la SNCF, certainement il y a d'autres grandes entreprises malheureusement de services publics qui connaissent les difficultés de la même nature. Mais c'est très inquiétant pour le parlementaire que je suis et pour l'élu local que je suis. Et ça donne le sentiment qu'il y a un vrai besoin de reprendre en main les choses et de restructurer toute notre stratégie, de la repenser complètement et en tout cas de s'y prendre tout à fait différemment.